Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Il y a quelques mois, j'ai eu envie de tout plaquer, de tout quitter, de rentrer. Mais rentrer où ? En France ? Pourquoi faire ? Ça fait déjà plus de 10 ans que je suis partie. J'ai laissé un autre pays, une autre vie. Pourtant depuis, chaque semaine, une amie, un collègue, une voisine m'annonce son départ, m'annonce rentrer à la maison. Mais c'est où la maison ? Pourquoi est-ce que moi je suis toujours ici ? Pourquoi eux et pas moi ? Should I stay or should I go ? Au fur et à mesure de mes entretiens pour préparer cette série, il y a un élément de langage que j'ai retrouvé dans la bouche de presque tous mes interlocuteurs et interlocutrices, l'échec. Selon elles et eux, rentrer en France serait synonyme d'échec et ce serait difficile à vivre dans les yeux de leur entourage. Ça me semble complètement fou parce que ça veut dire qu'en gros on part et qu'à ce moment-là on nous fait endosser une sorte de mission, un contrat dont on nous explique ni les tenants ni les aboutissants, mais qui existe bel et bien. Eux-mêmes, ceux qui nous le donnent, n'en sont pas vraiment conscients non plus. N'empêche qu'on part, on doit réussir. Comment ? C'est quoi la réussite en expatriation ? Et puis, on en parle de cette ambivalence 2 secondes ? Beaucoup de proches ont énormément de mal à nous voir partir, si loin, si longtemps, mais pourtant c'est quand même vachement moins sexy de dire que, je sais pas, mon fils, mon voisin, mon ami rentre, plutôt que de dire qu'il part. J'ai parfois l'impression que l'expatriation nous confère une sorte de statut de super-héros. Je vous en parlais dans le premier épisode. Comme si partir démontrait que nous avions de super pouvoirs. Une telle vision pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi le retour est si difficile pour certains et certaines. Passer du statut de super-héros à celui du commun des mortels, c'est pas évident. Personnellement, ça me rappelle mon retour à la vie normale, entre guillemets, après mes saisons en tant que géo au Club Med. Vous savez, les gentils organisateurs, les animateurs. On est acclamés pendant toute une saison, les vacanciers rient à nos blagues, qui, faut être honnête, sont pas toujours drôles. On veut être à notre table pour dîner, on cherche notre compagnie, puis on rentre chez nous. On reprend notre train-train et piou, plus rien. À part quelques anecdotes que l'on ressortira inlassablement lors de dîners bien arrosés. C'est pareil, non ? On veut connaître notre vie tant qu'elle est différente, mais après, plus vraiment. Alors aujourd'hui, on va creuser ensemble les raisons de l'une comme de l'autre de ces décisions. Pourquoi rester ? Pourquoi rentrer ? Et puis finalement, pourquoi bon décider ? Pour commencer, je vous propose de vous poser la question de pourquoi on reste. Pour l'occasion, je suis allée rencontrer Tatiana, qui elle a décidé de rester par amour sans pour autant abandonner son rêve. Je vous laisse découvrir son histoire. Puis de Cécile et Nicolas, qui vivent en Californie et qui nous parlent de leur meilleure vie. Moi, c'est Tatiana, j'ai 29 ans, je vis au Texas, aux États-Unis. Je suis arrivée aux États-Unis donc il y a 7 ans. J'ai 3 enfants, je vis avec mes 3 enfants et mon mari. Et je bosse pour Lego. Donc voilà, on est ici et j'ai été dans plusieurs États. Et puis quand j'ai rencontré mon mari, du coup, je suis restée au Texas. Dans quel contexte est-ce que tu es arrivée aux États-Unis ? Ça fait quoi, 5-6 ans ? Donc je suis arrivée en 2014. Donc un petit peu plus de 7 ans, et je suis arrivée pour être au pair. J'étais venue faire au pair aux États-Unis pour apprendre l'anglais, les voyages, ça fait toujours rêver, hein. Et du coup, tout doucement, donc je suis arrivée à New York et ensuite le Michigan pendant 1 an, Seattle, Austin, et puis du coup dans la donc t'as été une céréale au pair. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait pas mal d'états et c'est super. Ça fait combien de temps ? Du coup, j'étais au pair pendant 18 mois. C'était un contrat de 2 ans, mais du coup, j'en ai fait que 18 mois. Et la veille de rentrer en France, je prenais mon avion le 22 juillet et mon mari donc m'a demandé en mariage la veille. Et je suis jamais rentrée. So American. Yep. C'est vrai, c'est vrai. Quand t'es partie initialement, donc pour faire Je ne suis au pair, est-ce que tu partais, tu vois, en disant j'y vais, voilà, pour apprendre l'anglais, comme tu dis, t'avais un contrat de 2 ans et puis après je rentre, ou est-ce que tu t'es toujours projetée en fait dans un long futur à l'étranger ? Dans quel état d'esprit t'étais au moment du départ ? L'été d'avant, j'avais une histoire avec quelqu'un et c'est vrai qu'après être rentrée, je me suis dit ok, il y a plus rien qui va ici, je suis pas contente, qu'est-ce que tu veux faire au pair ? Allez, c'est parti. Ça faisait des années que j'y pensais, je l'ai jamais fait, je me suis dit allez, fais-le maintenant, on n'a qu'une vie.
Et je suis vraiment partie dans l'optique de profiter, de voyager, de vivre une expérience avec une famille américaine, mais j'aurais jamais pensé rester. J'étais jamais venue dans l'idée de rester. Et en fait, ça a complètement tourné. Et c'est vrai que si on m'avait dit ça il y a 7 ans, j'y aurais sûrement pas cru. Quand il t'a demandé en mariage, Zach, bon, bien sûr, t'es heureuse, enfin, voilà, tu as l'air en tout cas d'être heureuse puisque tu es toujours ensemble et tout. Mais est-ce que tu t'es dit, du coup, ça veut dire que je reste. Enfin, tu vois, comment est-ce que t'as réagi? Tu sais, quand on a, même si c'est des très bonnes nouvelles, on a toujours cette petite arrière-pensée qui fait que du coup, je dois changer mes plans. Est-ce que tu te souviens de ta réaction par rapport à ça? Je me souviens surtout que quelques semaines avant, on en avait parlé et on s'était dit, non mais on va jamais se marier. Et puis surtout lui, américain, tout de suite, on reste pour les papiers, on est là pour profiter de ça parce que tout le monde veut rester aux États-Unis. Et en fait, quand on en a discuté, il m'a demandé un mariage sur la terrasse de son appartement. Donc on était assis, il faisait 42 degrés dehors, réellement, il faisait 42. Et je me rappelle toujours me dire, j'aurais jamais pensé être en sueur sur une terrasse quand on me demande un mariage. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas de boulot, j'ai rien, j'ai pas de voiture, j'ai pas de situation, je suis personne. Et en fait, je me suis dit, comme on s'était rencontrés pas longtemps avant, je me suis dit, c'est soit tu tentes, et au pire, même si ça marche pas, t'auras essayé, t'as aucun regret, soit tu rentres en France et tu vois comment ça se passe, mais il y a un risque que ça dure pas. Et du coup, on s'est dit, c'est parti, quoi. On le fait. Alors, tu veux me raconter la suite de ton histoire, puisque finalement, tu es très ancrée aux États-Unis, pas que par le mariage, puisqu'il y a quelques petits Américains qui sont venus compléter la famille. Ouais, c'est vrai. Du coup, donc on s'est installés dans notre premier appartement ensemble. Donc voilà, un peu la routine, le travail, les voyages, la vie ici, s'intégrer. Et puis 3 ans après, on a eu notre fils, Jackson, qui va avoir 3 ans du coup là. Donc quand mon fils avait 7 mois, on a découvert que j'étais de nouveau enceinte. C'est vrai que c'était rapide, ça a été une période très difficile, surtout quand on s'y attend pas. Et puis notre fils était très jeune et en fait juste après on a découvert que c'était des jumeaux. Donc du coup maintenant, ils ont 18 mois et Jackson a 3 mois. Donc, on a 3 petits Américains toujours derrière nous. Donc, t'as 3 enfants de moins de 3 ans. C'est ça. Tu me disais, quand on a discuté un petit peu avant, en préparant cet entretien, que t'as eu un postpartum qui a été particulièrement difficile. Est-ce que, le fait d'avoir tous les jeunes enfants, est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, que t'as eu cette nouvelle envie de rentrer en France? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'avait jamais vraiment quitté? Non, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Le jour où on s'est mariés, je me rappelle le dire à Zach, on s'en va, quoi. On part, viens, on pack nos affaires, notre sac à dos. Il avait son travail, une voiture, un appart, mais au final, c'était pas des vraies attaches en soi, surtout qu'on était jeunes. Il a jamais vraiment voulu et c'est vrai que quand j'ai eu mon fils, ça allait. Voilà, un enfant, ça change la vie, mais j'arrivais à avoir un travail, j'avais toujours une situation et puis c'est vrai que après les jumeaux, ça a été très 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 difficile et du coup, le sentiment est revenu encore plus qu'il ne l'était avant quand j'étais on va dire seule et indépendante. Ce sentiment et cette envie de retour, elle est crescendo en fait jusqu'à aujourd'hui, quoi. Tu l'attribues à quoi du coup cette envie de rentrer dans ce cas-là même avant en fait quand tu étais comme tu dis seule et indépendante? Est-ce que tu sais pourquoi tu te projetais pas particulièrement aux États-Unis ou à l'étranger en général? J'ai toujours voulu être partout à la fois. Je rêvais de voyager un peu partout, mais la France, ça restait mon pays. Puis c'est pas quelque chose auquel je réfléchissais forcément. Je me suis jamais projetée parce que je me voyais rentrer chez moi. Voilà, la France, c'est chez soi. Au bout des 2 ans. Voilà, exactement. Je m'étais dit, je me suis fait une expérience, je rentre, j'irai peut-être ailleurs. Et en fait, je pense que c'est en devenant maman que ça m'a encore plus rattrapé le manque. Je me suis jamais vue rester aux États-Unis, mais ça ne m'a pas dérangé d'y rester. Jusqu'au jour où, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une culture qui me correspondait. Quand je suis devenue maman, dans ma vie de tous les jours, et c'est vrai que ça m'a rattrapée où je me suis dit, tu sais, dès le départ, t'as jamais voulu vraiment rester. Je pense que ce mal-être est jamais vraiment parti. Et que du coup, je l'ai juste transporté avec les années et que chaque événement l'a rendu un petit peu plus fort.
Est-ce que tu saurais, toi, expliquer en fait justement comment ce manque en fait a pris de plus en plus de place en fait au point de devenir insupportable, puisque là on se parle aujourd'hui, tu es dans une démarche de retour qui est clairement enclenchée, voilà, qui t'a amené à des décisions qui n'étaient pas forcément faciles, à des discussions, je pense aussi, qui n'ont peut-être pas été vraiment faciles. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé ? Je dirais aussi que forcément il faut en parler. Il y a eu Covid. Qui a encore plus déclenché ce sentiment de solitude. C'était surtout ça, pour moi en tout cas. Et puis en fait, c'est venu petit à petit avec mon mari. J'en ai toujours parlé, j'ai toujours proposé, j'ai toujours demandé, regardé. Et vous étiez contre ? Ouais, jamais. Non, ici c'est la maison et voilà, il veut rester aux États-Unis, c'est ici que ça se passe et c'est comme ça. Et puis en fait, je pense qu'au fur et à mesure des années, des relations autour de nous, de ce qui s'est passé, des événements, lui aussi a commencé à changer. Comme moi, j'ai été ouverte à sa culture grâce à lui et au monde en général. Lui, ça lui fait la même chose dans l'autre sens. On apprend à se connaître et à voir la vie sous les yeux, avec les yeux d'un autre. Et c'est après les jumeaux où il m'a dit OK, let's do it. On le fait, on rentre en France, quoi. Il est venu dans notre chambre et il m'a dit voilà, je veux plus te voir comme ça. J'ai envie d'autre chose, moi aussi, et on n'a qu'une vie. Et c'était juste après Covid, il travaillait plus, donc il avait perdu son travail. Et il est rentré et puis il m'a dit je pense que comme il a vu ma réalité de maman seule à la maison, avec 3 enfants, qui à l'époque avaient moins de 2 ans, j'avais 3 enfants de moins de 2 ans, je pense qu'il a vraiment compris ce que je ressentais au quotidien. Et c'est là où il m'a dit c'est parti. Là, du coup, est-ce que tu peux me raconter où vous en êtes dans votre décision ? Donc, tu me dis, ton mari a débarqué un soir comme ça dans la chambre pour te dire, OK, on n'a qu'une vie, on le fait, on y va. Mais vous y allez quand même avec un filet de sécurité, au sens où commencer par un test de quelques mois. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu en détail comment est-ce que vous allez procéder et comment est-ce que le retour se présente ? Bon, je suis trop contente de rentrer. Donc, on rentre tout l'été. Ce sera notre première fois. Donc, il prend un congé sans solde puisqu'il n'a que 2 semaines de vacances par an. Donc, on va partir tout l'été. On a loué une maison pas loin de ma famille, vers Lyon. Et on va faire un test, du coup, pour voir comment ça se passe, faire du repérage, essayer de s'organiser dans les démarches. Et surtout pour qu'il découvre la France parce qu'il y allait qu'une seule fois. Donc, j'ai hâte qu'il voit ça, les enfants, qu'il rencontre... il avait rencontré pas mal de gens déjà, mais qu'on revoit les gens, qu'on puisse s'organiser de notre côté. Et de l'autre côté, donc au niveau des États-Unis, on a prévu donc le container. On déménagerait donc en avril 2022. Ça a été déjà repoussé plusieurs fois à cause de Covid, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. C'est beaucoup de discussions, on revient, on repart. Oui, on fait ça, non, on fait pas ça, parce qu'on se remet toujours en question, on doute toujours de nos choix, on entend toujours 2 versions des 2 pays, et c'est dur parfois de trouver. C'est vraiment, il faut trouver le compromis et savoir pourquoi on rentre, prendre les bonnes décisions, je pense. Je pense que c'est ça qui est aussi important. Alors, j'ai une question justement sur j'ai l'impression en fait que les couples biculturels, en fait, c'est l'art du compromis pour toujours en fait. Parce que finalement, donc toi tu vas rentrer, lui il va partir. Est-ce que vous appréhendez pas justement un peu en fait d'en avoir toujours un qui est loin de chez lui entre guillemets ? Est-ce que vous avez envisagé d'autres scénarios ? Je sais pas, vous rapprocher sans forcément aller en France, mais aller dans un pays neutre par exemple, ou est-ce que vous êtes plutôt confiant sur la suite là ? Alors au début, on avait pensé à déménager dans le Wisconsin. Alors, on s'était dit, écoute, moi je me lui avais dit, si tu veux pas aller en France, on rentre dans le Wisconsin. Comme ça, on a un côté de la famille. Voilà, on est bien. Moi, je peux rentrer en France sans culpabilité parce que toi, t'es pas tout seul ici et vice versa. Et il voulait pas rentrer, il voulait pas redéménager. Donc du coup, c'est pour ça que moi je me suis penchée sur la France. Et aujourd'hui, non, peut-être la Suisse. On en discutait parce que avec la proximité avec ma famille. Mais mon mari me dit beaucoup, on rentre en France, c'est pour être avec notre famille, avec nos 3 enfants. Et c'est vrai que déménager ailleurs, ça a aucun sens. Si par exemple j'avais une autre proposition en France, je préférerais rester ici que déménager à distance. Le but c'est d'être à côté de ma famille et c'est pour ça qu'on rentre. C'est parce que ça nous aide nous deux, notre couple et notre famille. C'est pas que moi. La France a gagné. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Avant Covid, on repoussait, on attendait. Puis 7 ans après, j'étais encore là. Et je me suis dit,
Si tu veux le faire, on le fait. Et il m'a dit, allez, on tente. Il fera beau, il fera chaud. C'est le moment d'aller découvrir, d'aller voir ce qui se passe. Et on voit comment ça se passe après. Peut-être que je repartirai même pas. Peut-être qu'il va détester et qu'on changera nos plans. Mais je me suis dit que ça nous donnerait une chance, et surtout à lui, de découvrir avant de déménager d'un coup. Et de sauter le pas pour lui. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à se dire, on tente. On sent en tout cas l'excitation de ton côté. Enfin, t'étais vraiment heureuse de rentrer. Qu'est-ce que t'appréhendes par rapport au retour, si t'appréhendes quelque chose? Les Français. Quand je suis rentrée l'autre jour, c'est vrai que le côté mauvaise humeur, on oublie, mais c'est réel. Oui, et puis j'appréhende aussi surtout recommencer à zéro, parce que ici, même si je suis proche avec mes amis et ma famille, je me suis construit. Je suis propriétaire, j'ai un super travail, j'ai une famille, on a plusieurs voitures, on est bien. Et en fait, en France, personne voit notre routine de tous les jours. Personne nous voit, vient boire le café, discute, sait que tu fais ci, que tu fais ça. Et je pense que c'est surtout ça, c'est rentrer en France et devoir tout recommencer. Je sais pas encore exactement tout, mais c'est vrai qu'il y a des domaines où je me dis, voilà, quand t'as acheté ta première maison ici, personne l'aura vraiment vu, tu vas rentrer en France, va falloir que tu te réhabitues, t'auras peut-être pas la même chose, ça sera peut-être moins bien. C'est la peur de comparer aussi, je pense, comme j'ai comparé aussi et que je compare toujours avec la France. Donc je pense que c'est aussi ça, ce côté un peu redevenir, recommencer à zéro, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait te faire rester? Ah là là, 3 millions. Non, je rigole. Si ma maman, mes sœurs et ma meilleure amie et ma grand-mère déménageaient ici, je reste. Il n'y a pas de souci. Mais non, sinon, il n'y a pas grand-chose. Il y a vraiment rien, parce qu'au final, et surtout encore une fois pendant Covid, on s'est rendu compte que la solitude avant Covid ou pendant Covid, pour nous, c'était pareil. On a des amis, on est entouré, il n'y a pas de souci, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu rentres vraiment beaucoup pour les personnes, en fait. Ma famille, et surtout alors c'est difficile de le dire, la qualité de vie qu'il y a en France dans certains domaines. Je suis désolée, l'aspect école, l'aspect santé, bien sûr, on peut pas l'oublier, la nourriture, le côté famille, la sécurité, une fois qu'on a un emploi. En France, je trouve qu'on prend le temps de vivre. Alors bien sûr qu'il y a des choses à dire, je pourrais en faire des listes, comme ici. Mais aujourd'hui, dans notre vie, avec 3 enfants et dans notre situation, on a envie d'autre chose. Quitte à rentrer quand ils seront plus grands, on en parle beaucoup, de rester que 3-4 ans, et puis rentrer quand les enfants seront plus grands, si ça nous intéresse toujours. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie que mes enfants connaissent leur famille. J'ai envie qu'on soit entourés, qu'ils soient entourés, et qu'on ait une vie plus posée, qu'on puisse vivre autre chose. Et mon mari a aussi envie de retourner en cours. Il rêverait d'aller à l'université en France, de finir son bachelor. Il y a pas mal de choses que lui aussi maintenant il a envie de faire, qu'il serait possible de faire en France. Et qui nous ouvrirait des portes dans ce sens-là, quitte à revenir. C'est intéressant. Donc du coup, en fait, il y a, on parle souvent du rêve américain, et vous là, en fait, vous êtes peut-être un peu dans votre démarche du rêve français finalement. Le rêve français, d'aller finir ses études, d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, d'avoir du soutien, de retrouver, comme tu dis, un art de vivre un peu différent. C'est ça votre rêve français? C'est exactement ça. Et puis on prendra les embûches comme on les vit ici. Ça vient, ça repart, mais on sera entouré. Et même lui, il est heureux maintenant. Et on en discute. On en discute beaucoup. De toute façon, tous les jours, il y a quelque chose à dire. Et il regardait les universités à Lyon. Il veut reprendre des cours. Il aimerait bien voyager. Il y a plein de pays en Europe où il rêverait d'aller. Donc c'est vrai que on vit ça à 5. Et comme on disait, c'est lui ma maison. C'est lui, c'est mes enfants. Mais là aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse quelque chose pour moi, comme j'ai décidé de rester il y a 7 ans pour nous. Et c'est ce qu'il me dit. Il me le dit aujourd'hui. Moi aussi, j'ai envie de découvrir ça. Et il croit toujours pas qu'on a 5 semaines de vacances payées. Donc, il a envie de découvrir. Et puis, de toute façon, on l'a déjà fait. On a déménagé, on est déjà reparti, on est revenu, Donc bon, c'est qu'une aventure de plus dans un chapitre de notre vie. Donc en fait, finalement, je l'ai ma réponse pour Tatiana.
l'état de transition permanent, il est vrai. Elle cherche à rentrer. Elle et son mari et sa famille vont suivre leur French Dream, vont aller... vont rentrer en France, vivre toutes les opportunités en fait qu'ils voient pour eux personnellement, pour eux professionnellement, pour leur famille, pour eux individuellement. Mais comme elle le dit en fait, c'est une famille multiculturelle, des déménagements ils en ont fait, des déracinements ils en ont vécu, et ça leur fait finalement pas peur. S'ils se plantent, ils reviendront. C'est peut-être ça aussi la clé. Alors là, ils partent faire un test, qui est en cours actuellement et qui semble plutôt bien se passer. Puis ils vont déménager, et si c'est pas ce qu'ils cherchaient, ils iront ailleurs. Je pense que c'est ce que tu as dit un peu plus tôt, être en couple avec quelqu'un d'un autre pays ou d'une autre culture, c'est un compromis. C'est un compromis tous les jours. Et effectivement, c'est ce qui se passe encore là. Je sais pas si ça sera la destination finale. Je pense qu'on reviendra, honnêtement, quand les enfants seront plus grands. Je pense que, sauf si vraiment il s'y plaît, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est la France. Je me vois avec ma maman, mes sœurs, ma nièce, mes amis, être entourée, être avec elles. On a connu un décès il y a pas très longtemps, donc j'ai envie d'être là pour mes petites sœurs, pour les entourer, les voir grandir, que mes enfants les connaissent et c'est vrai que pour l'instant on le voit comme ça, mais je sais pas si ça sera la destination finale. Je pense que dans l'expatriation, tous les jours, c'est un compromis. On mange américain, je fais français. Moi, quand je lui fais une quiche, je la fais plus maintenant parce qu'il pensait que c'était une salade, que c'est pas assez. Donc, on se réinvente sur leurs habitudes et vice versa. En fait, je pense que c'est des choix, des compromis dans tous les domaines. L'éducation des enfants, notre vie de couple, l'aspect financier, où vivre, comment vivre. Et je pense que tu le comprends aussi. Je pense que c'est toujours comme ça. Et est-ce que tu saurais, toi, expliquer pourquoi c'est si difficile de décider de rentrer ? Enfin, entre la décision de rentrer et le fait de rentrer, tu vois, entre l'envie de rentrer et le fait de dire ok, on le fait. Je sais pas comment t'expliques ça. Pour moi, déjà, c'est la peur de l'échec. Et c'est aussi la fierté d'être aux États-Unis. C'est un pays, en tout cas pour moi, je parle de ce pays-là parce que c'est un pays que j'adore. Je me suis construit, j'ai rencontré tellement de choses et tellement de gens et c'est dur de se dire que on ferme un chapitre, qu'on prend la décision de sauter le pas. Et puis très souvent, comme dans tous les événements de la vie, on entend plus de négatifs que de positifs. Les gens te disent pas vas-y fonce, c'est ce que tu veux faire, fais-le. C'est beaucoup de commentaires, c'est beaucoup de critiques, c'est beaucoup de jugements. C'est ça qui est dur à gérer. C'est aussi beaucoup de, comme je disais, c'est un grand 8. Lundi, je me réveille. Meilleure décision de ma vie. Mardi, ok, Zach, on annule tout, on reste. On part plus. La peur, la déception de se dire qu'on a tendance à peut-être idéaliser, l'herbe est pas plus verte ailleurs. Il y aurait tellement de choses à dire, mais ça fait quand même 7 ans que je pense la même chose. Donc je me dis, à un moment, il faut se lancer. Je souhaite adresser un grand merci à Tatiana pour le temps qu'elle m'a accordé, la transparence avec laquelle elle a partagé ses ressentis au cours des 7 ou 8 dernières années. Je trouve vraiment intéressant son approche. Elle est restée, elle a vraiment essayé de rester. Finalement, l'envie de rentrer a été encore plus forte au cours des derniers mois et elle et son compagnon ont décidé de se mettre en action pour tester. Et j'ai bien aimé cette idée du test. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de définitif, il n'y a pas de faute. Pourquoi pas essayer ? Pourquoi pas se donner une chance ? Pourquoi pas aller voir comment c'est à la maison ou ailleurs ? En tout cas, Tatiana est en plein test, du coup, actuellement, avec toute sa famille. J'espère que tout se passe bien. Je sais qu'elle est archi débordée entre le boulot et la famille, alors vraiment un merci tout particulier. On s'est parlé vers 22h pour enregistrer ces quelques mots. Maintenant, cap à l'ouest, on va direction la Silicon Valley, à la rencontre de Cécile et Nicolas, son mari. Et vous allez le voir, les deux amoureux n'ont aucune intention de quitter leur lieu d'expatriation. On parle des raisons de pourquoi est-ce qu'ils restent. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est parti. Alors moi je m'appelle Cécile, j'ai 34 ans, donc nous sommes dans la Silicon Valley du côté de San José, donc vraiment le cœur de la Silicon Valley. Nous sommes ici depuis bientôt 7 ans, on a une petite fille de 6 ans, qui est 6 ans, pardon, n'importe quoi, 8 ans et demi. Moi je suis créatrice de contenu sur YouTube et Instagram, et je me régale depuis
depuis très longtemps maintenant à faire ça. Je suis mariée avec Nicolas, qui est la raison pour laquelle nous sommes ici. Moi, je m'appelle Nicolas, je suis Instagram husband. C'est tellement pas vrai. Ouais. Ils m'aident tellement pas. Non, puis voilà, ici je suis ingénieur commercial. Est-ce qu'il y a un jour, en fait, dans la vie, en tant qu'expat, où on arrive à la maison, tu vois, on sent que c'est bon, on est arrivé et on va plus rebouger. Et je trouvais que c'était intéressant, du coup, de vous parler à vous, puisque, a priori, vous n'avez pas vraiment d'intention d'avoir un retour. Enfin, en tout cas, la fois qu'on s'était parlé, je crois. Non, mais c'est pas a priori, hein. C'est pas a priori, Anne-Fleur, qu'on se dise les choses. Dis-moi alors. On reviendra pas. Il est encore plus radical que moi. Alors, on a des arguments en commun de pourquoi on est bien ici et pourquoi on veut pas, pourquoi on pense pas à rentrer. C'est pas qu'on veut pas rentrer, c'est qu'on n'y pense même pas en fait. Mais je pense que lui, il a l'aspect professionnel. Moi, mon boulot, je peux le faire où je veux, mais lui, c'est vrai qu'il a le côté pro que moi j'ai pas et qui, je pense, pour lui est indiscutable. Enfin, il y a le côté pro, il y a le côté perso. Après, voilà, le côté pro, enfin, genre, on passe 80% de notre temps éveillé au taf, donc, du coup, je veux pas rentrer dans le débat. Le boulot, c'est pas toute la vie, mais c'est quand même 80% de ta vie. Enfin, pour avoir travaillé en Europe, enfin, en France en particulier, avoir collaboré avec des gens en Europe et aux US, et pour avoir fait ça depuis les US. Alors ça dépend du secteur d'activité, je suis peut-être très probablement très biaisé, informatique, tech, toutes ces choses-là. La vitesse d'exécution est tout sujet confondu en fait. Quelqu'un a une idée, entre de idée à exécution, ça va beaucoup plus vite qu'en Europe en fait. C'est même pas propre, alors, peut-être encore plus par rapport à la France, mais je pense que c'est juste l'Europe en général. Enfin, quand on dit que il y a des produits qui sortent aux États-Unis et puis 4-5 ans après, ça arrive en Europe. C'est le cas des podcasts. Ouais, c'est ça, produits consommateurs ou même des logiciels d'entreprise. Moi, je suis dans le B2B logiciel d'entreprise. En fait, moi, je me revois en 2007 vendre du B2B et les gens étaient en mode jamais de la vie, je vais mettre mes données chez Amazon et chez Google, le cloud, qu'est-ce que c'est ? Enfin, moi, je l'ai vu en fait de mes propres yeux. Et pendant ce temps-là, on vendait en même moment le même logiciel B2B à des clients US et les gars ils étaient je comprends, c'est super, j'ai effectivement ce problème là, il n'y a pas le pataquès de j'ai mes données sur le cloud, a fortiori chez un éditeur américain, parce que c'est la réalité en 2021. Il y a beaucoup de logiciels américains parce qu'aussi il y a l'écosystème et tout ça qui fait en sorte, mais on ne peut pas ignorer le fait en mode village gaulois contre le reste du monde. Enfin, on vit dans une réalité où les gens vont juste utiliser ce qui fonctionne. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, on prend autre chose. Et ici, c'est vraiment beaucoup cette mentalité. D'un point de vue recherche, développement, ingénierie, tout va beaucoup plus vite. Les talents sont disponibles, les gens sont formés, les gens se forment beaucoup eux-mêmes. Enfin, il y a une grosse mentalité dans ce sens-là. Enfin, moi-même, en fait, tout ce que j'ai appris à l'école, c'était super. Je pense que ça m'a câblé mon cerveau pour que mon cerveau soit plus malléable et que j'absorbe des trucs plus rapidement. Mais en soi, les données, tout ce que j'ai appris du point de vue académique, c'est pas exactement comme ça que j'utilise au quotidien, mais je continue à apprendre des choses tous les jours. Et aux États-Unis, les gens sont très très comme ça, parce que ce qu'on a appris il y a 10 ans n'est pas forcément, est très d'ailleurs probablement obsolète 10 ans après. Et dans le processus transactionnel de vente, qui est aussi une partie de mon job, en fait tout va plus vite en fait. Je veux dire, ok, ça a l'air intéressant, ok, tu me montres, ok, je vais en parler à mes gars en interne, et le cycle de vente est beaucoup plus réduit. C'est comme pour l'immobilier. Au final, ici, les maisons, en une semaine, t'achètes une maison. En France, nous, on a vendu notre appart, ça a pris 7 mois, quoi. Tu vois, ce genre de... Les gens tournent moins autour du pot. Enfin, je veux dire, en général. Après, je pense qu'on peut mettre le curseur un peu plus à gauche, un peu plus à droite, suivant l'industrie verticale. Et un truc qui est aussi super flagrant, c'est l'échelle. En France, closer un contrat de 100 000 euros, c'est faire une levée de fonds de 1 million d'euros, c'est ici en fait c'est on rajoute 2 zéros en fait, pour tout. Pour rentrer dans le débat des salaires et des opportunités professionnelles, je sais pas si c'est propre aux États-Unis, et encore une fois on est peut-être plutôt aussi biaisé parce qu'on est dans la Silicon Valley, où du coup c'est une bulle dans les États-Unis, mais en fait il y a pas photo en fait. Je veux dire que ce soit opportunités professionnelles, trajectoire dans le futur, des choses qu'on peut accomplir en 2 ans aux États-Unis, ça va prendre 10 ans ou 15 ans de carrière ailleurs en fait. Les gens s'en foutent ici de où on a fait nos études. Enfin, je veux dire, moi, mon école de commerce et mon école d'ingénieur ici, personne n'en a jamais entendu parler. La relation au diplôme est totalement différente. Nous, on a des copains qui ont des maris comme Nico qui bossent dans la tech. Ils ont même pas le bac. Et ici, ils cartonnent.
parce que c'est la reconnaissance plus de l'expérience que du diplôme en fait. L'environnement dont vous parlez aussi, on l'a pas redit, vous parlez de la Silicon Valley, qui est aussi peut-être un écosystème, peut-être une bulle même quand même aux États-Unis, et même rien que la vie, bosser à San Francisco et bosser dans la Silicon Valley, c'est même pas forcément pareil, quoique il y a des groupes aussi là-bas. J'ai l'impression du coup que ce que tu dis, Nicolas, c'est beaucoup de différences quand même avec la France. Pourquoi en fait donc toutes ces différences en fait te parlent et font que toi tu te dis bah c'est absolument ici, c'est cette rapidité et d'exécution et le fait qu'on arrive rapidement au résultat, c'est ça? C'est ça, et moi ça me rejoint moi parce que c'est comme ça que je ressens les choses. Oui, bien sûr. Moi je suis très demandeur de moi, je veux que les choses aillent vite, donc là je suis dans un environnement où les choses vont très très vite. Il y a des opportunités tous les jours, il y a des gens qui me contactent tous les jours. Hey Nico, tu veux bosser pour moi? Enfin, je dis non à plein de recruteurs tous les jours. Donc c'est aussi un environnement d'opportunités qui est agréable en fait, qui est très demandant. Enfin, je veux dire, je bosse pas 4 heures par jour en fait. Je bosse énormément. Après, ça me va. Enfin, en tout cas, pour le moment, ça nous va bien. Et donc voilà, c'est après tout à chacun. Il y a des gens après, au fur et à mesure de leur carrière, ils veulent un peu lever le pied. Il y a des gens qui sont en mode ça me va pas du tout. Après voilà, le truc c'est que tous les gens qu'on côtoie dans notre écosystème, ils pensent aussi comme nous, ils sont venus aussi dans la Silicon Valley pour ça. Donc encore une fois, ça fait un peu effet de réverbération où notre écosystème à nous de copains, des gens qu'on connaît dans le coin, les collègues résonnent comme ça, et ça nous va bien. Et c'est parce que c'est ça qu'on veut. On sait ce qu'on a gagné dans un certain sens en bossant aux US. Et encore une fois, on vient de France. Alors, on est né en province, mais on a passé quelques années à Paris. Donc, c'est pas comme si on partait de cool à Silicon Valley. On est passé par Paris, qui était quand même un environnement super speed. Mais même si c'était super speed, en venant ici, c'est là qu'on se rend compte que, en fait, on tourne un peu plus autour du pot et que les choses prennent beaucoup plus de temps. En France, je dirais en général. Enfin, en fait, je prends une anecdote, en fait. Ici, tu veux un crédit, tu veux acheter une baraque, tu veux faire une extension, tu veux faire des travaux. Ben, en fait, littéralement, tu soumets un truc en ligne ou tu appelles un agent, un broker, une agence de courtage qui va t'aider à trouver ton crédit. Enfin, grosso modo, compte une semaine et je pense que tu as l'offre dans les mains. Si c'est pas beaucoup plus tôt, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont automatisées. Essaie de faire la même chose en France, il y a un processus et la banque doit se réunir et il y a un comité. Enfin, en fait, tu vois, c'est juste un exemple, mais je pense qu'il est assez illustratif de... en France, jamais de la vie, tu vas faire des trucs qui normalement sont censés être automatisés. En fait, nous, actuellement, on a un proche qui est dans un processus de rachat d'une société en France. Et elle est dans ce truc-là de il faut que ça passe en commission, je sais pas quand est-ce que je vais avoir l'argent, est-ce que je vais l'avoir à temps. Et du coup, Nico, qui voit ça depuis les US, dit mais attends, moi, en 3 clics sur un site internet, j'ai les fonds. Et puis on parle pas de millions d'euros, tu vois, on parle de même pas 100 000 euros. Et c'est vrai que la relation, c'est différent. Donc je comprends ce que vous avez trouvé. Est-ce que tu savais, Nico, et peut-être Cécile, que tu cherchais ça avant de partir? Je me souviens en fait d'avoir discuté avec Cécile, on avait fait un épisode il y a un peu plus d'1 an, c'était toi qui étais le moteur de l'expatriation initialement. Est-ce que c'était ça que tu cherchais? C'est pour ça que tu voulais venir aux États-Unis ou est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé et là ça a été un peu l'épiphanie, genre mais oui, mais en fait c'est ça le lifestyle que je veux, c'est l'environnement dans lequel je veux vieillir, grandir, enfin ce que tu veux. Alors en fait, ma première expérience aux US, c'est genre j'avais 16 ans et je suis allé un peu voir un copain pendant 1 mois, donc c'était un peu le oh là là, c'est tout beau, c'est tout différent, c'est génial. Donc voilà, après voilà, tout le monde vit un peu son enfance avec les films américains à la télé, les films en VO sur Canal+. Enfin voilà, c'est un peu comme ça qu'on absorbe la culture américaine dans notre enfance et l'adolescence. Dans le contexte pro, moi j'avais déjà eu un aperçu de ça. Enfin, je voyais les gens sur la côte est, je voyais les gens sur la côte ouest. C'était légèrement différent, mais je voyais que, les gens juste font confiance plus rapidement. Il y a une prise de risque, une attitude par rapport à la prise de risque qui est différente. Et puis boum, quoi, ça avance, boum, boum, boum. Donc moi j'avais vu ça un peu dans mon boulot et je comparais les gens à qui je vendais en Europe et les gens à qui je vendais aux US et je fais putain, mais j'adorerais. Tu l'avais pouvoir identifié, à la limite continuer mon taf, mais en étant basé là-bas. Si j'étais basé là-bas et que je m'occupais que de clients US, moi ça m'irait bien. Et donc en fait quand on est venu, ça a juste confirmé quelque chose que je ressentais déjà à la base en fait.
Enfin, je me souviens en fait quand on est arrivé ici en voyage de repérage, avant qu'effectivement on ait le visa et qu'on puisse rester, je me revois louer ma voiture sur la côte ouest et quand je conduis, je fais mais en fait je me sens bien là. Parce que ça confirme je me vois bien vivre ici. Après voilà, étape 2 c'était de faire en sorte que Cécile au bout d'un moment arrive à la même conclusion et se sente bien. Et, tu m'as demandé mon avis, première nouvelle. Ça me préoccupait. Je me rappelle pas de ce jour-là, je me rappelle j'ai le visa, on y va. Ah bon j'ai dit non. Mais il fallait que moi j'en sois extrêmement convaincu et qu'après voilà, qu'on ait une conversation. Et voilà, donc c'est une continuité et ça a confirmé le choix en fait. Et alors toi Cécile, est-ce que tu espérais trouver quelque chose ou quand on est suiveur, du coup, on n'est pas c'est pas forcément la même mentalité, la même démarche. Et qu'est-ce qui te fait te dire que t'es à la maison, que t'es arrivé? Alors moi, bon, pour ceux qui ont déjà écouté mon épisode, ils vont peut-être se rappeler, mais moi, à la base, je voulais pas du tout venir ici parce que je venais juste de retrouver ma vie dans le sud de la France et qui me correspondait très très bien. Donc moi, je lui ai dit non. Mais je lui ai dit vraiment non, quoi. Genre non. Et puis en fait, il a fait les papiers en m'écoutant pas, en mode. Et puis en fait, comme avant ça, moi, il m'avait laissé réaliser mon rêve d'être photographe à mon compte, nanana. On s'est mis d'accord, on fait ok, bon là c'est ton tour, tu fais ton délire en gros, je te suis, on te suit. Par contre, moi je signe pour 2 ans et si 2 ans après ça me convient pas, on rentre. Il m'a dit ok. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé mon compte ici aussi. Voilà, monsieur. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir qu'avant de venir ici, moi, je connaissais rien d'ici. Enfin, on était venus en voyage de repérage, mais alors, c'est vrai que San José, ça m'avait pas plus que ça. Et puis, moi, je voyais ça comme un endroit où il n'y avait pas forcément grand-chose à faire et pas ouf, quoi. Et en fait, quand on est arrivé ici, bon, je suis partie avec une mentalité un peu plus ouverte, en mode, bon, allez, on va vivre le truc. De toute façon, c'est temporaire. Et puis on verra ce que ça va donner, quoi. Et en fait, je pense que vraiment, il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, enfin où je me suis dit je veux rentrer, ça me plaît pas, voilà, tout de suite en fait on a été bien. Bon après au début on avait un peu plus de difficultés financières, c'était un petit peu moins sympa par rapport à ça. C'est dans une région très chère aussi. Lana et que ça coûtait 3 poumons. Ah, voilà, ça c'est pareil, j'en avais parlé dans l'épisode, mais à part ce côté-là, on a eu la chance de se faire des amis très rapidement grâce à mon blog à l'époque. On a eu vite un cercle d'amis et en fait ouais, je me suis sentie vite bien parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez stressé, angoissé, oppressé à la base. Et c'est vrai qu'ici, en fait, tout est fait pour que c'est vraiment, moi, j'utilise toujours l'expression douceur de vivre. Je comprends que vous êtes heureux. Je comprends que vous avez... en tout cas, j'ai l'impression de comprendre que vous avez l'intention de continuer votre vie là-bas. Vous pensez que c'est... pour toujours. Et je pose cette question parce que moi je sais que ça a toujours été une question avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal, même quand je pensais partir pour très longtemps aux États-Unis il y a une dizaine d'années, quand on me disait alors c'est pour toujours, j'avais beaucoup de mal à m'engager en fait sur cet aspect-là. Je sais pas comment vous vous situez, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Jamais dire jamais, dans 20 ans peut-être que du haut de nos... j'ose même pas faire le calcul. On n'aura peut-être pas le même mode de pensée, mais alors en fait je pense qu'il y a 2 choses. Est-ce qu'on va rester exactement là où on est? Je pense que la Silicon Valley, non. Peut-être qu'on va très probablement bouger dans un endroit en Californie quand ça nous prendra. Toujours au soleil? Oui, toujours au soleil, ça c'est non négociable. Voilà. Alors moi je serais pas contre partir, mais alors je vais être très piquée au niveau des destinations. Genre en Australie je veux bien y aller quelques années, il n'y a pas de problème. Hawaï je veux bien y aller quelques années, il n'y a pas de problème. Par contre, tu me fais pas aller dans un endroit froid ou grande ville et tout ça. D'accord. Non. Mais après, oui, je pense que la Silicon, c'est vraiment particulier et c'est vraiment lui pour sa carrière. Quand il sera à la retraite, entre guillemets, on n'a pas d'intérêt à vivre ici où justement tout coûte une blinde. Voilà, on laissera notre place aux petits jeunes qui viendront tenter leur chance et nous, éventuellement, on pourra bouger ailleurs, soit en Cali, après, moi, souvent, on me demande, c'est une question qui revient souvent, on me demande souvent, est-ce que tu te vois dans d'autres États? Et j'avoue que j'ai du mal à me voir dans d'autres États. Parce qu'on a mis tellement la Californie, nous, on idéalise tellement cet État et on l'aime tellement. Après, dans 20 ans, on aura fait le tour, le surtour, peut-être qu'on en aura marre et on aura tout vu 10 fois et que du coup, on se sera lassé. C'est absolument possible. On n'est pas fermé. Après, retourner en France, en fait, les copains qui rentrent en France, les arguments qu'ils utilisent, c'est soit ils ont malheureusement pas le choix,
soit c'est familial, c'est parce qu'ils sont trop en manque de la famille, et ça je pense que c'est l'argument contre lequel, enfin pour nous c'est l'argument le plus valable entre guillemets, dans le Tu sens peux rien, quoi. on comprend tout à fait qu'il y a des gens qui vivent très mal d'être loin de leurs proches. Alors nous Pour l'instant, on touche du bois, nos parents sont en bonne Nous, santé, tout, mais, ouais. on peut complètement comprendre, et il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire à ça, il n'y a rien à dire à ça. Parce que Après, c'est clair que les événements on les manque, les naissances on les manque, les mariages on les manque, et c'est pas pour ça que même si on est très bien dans notre vie, qu'on regrette absolument pas notre choix et tout ça, ça nous fait pas un petit pincement au cœur à chaque fois qu'on loupe une occasion, et c'est évident, et malheureusement ça fait partie de notre choix de vie aussi. Enfin, on peut pas tout avoir. Évidemment, si on pouvait rapatrier nos proches ici, on serait, mais... On les met dans un avion direct. Mais, ouais. mais en fait, on est content de revisiter la famille en France quand on rentre. À chaque fois, c'est super, on passe des super moments et tout. Mais revivre en France 365 jours par an, pour moi, c'est inimaginable en fait. C'est inconcevable. Alors après, on est encore actif, encore une fois, 80% de mon temps, on le passe au taf. Mhm. Pour moi, c'est inimaginable de revenir à quelque chose que je connais, en fait. C'est pas comme si on avait fini nos études et commencé le premier taf aux États-Unis, et on parle de revenir dans un pays où on sait pas comment ça se passe au niveau pro. On l'a fait, on a bossé un peu de province en distance, on a passé quelques années à Paris, on sait ce que c'est, en fait. Et donc, revenir à ça, où on sait ce que c'est, en sachant ce qu'on a ici, ça serait complètement fou. Et après, voilà, pour le reste de la vie perso, voilà, on sait que la famille nous manque, et la solution à ça, c'est de revenir les voir. Là, on a eu le Coco, donc tout le monde était un petit peu coincé à pouvoir voyager. Est-ce qu'on va augmenter un petit peu la fréquence de voir les gens? Enfin, point d'interrogation en fait. Mais revenir vivre, un aller sans retour, enfin, c'est inimaginable en fait. Et pour illustrer le propos, Anne-Fleur, tu vois, genre... un jour, on aura peut-être la chance de pouvoir demander la nationalité américaine. On a hâte et on en serait extrêmement fiers. Et je pense que, tu vois, genre ça dit tout, en fait. Pour nous, ici, c'est la maison, en fait. Ici, c'est chez nous, c'est la maison. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a ressenti tous les deux très, très rapidement une fois qu'on a posé les valises ici, en fait. Ça n'a pas pris 2 ans, hein. C'était assez rapide parce qu'on s'est senti très, très bien très tôt. C'est génial. D'ailleurs, la sensation est curieuse parce que quand on rentre en France, donc on retourne là où on a grandi, clairement, parce que nos familles sont au même endroit, donc sur la Côte d'Azur, et c'est là où nous avons grandi. Ça fait bizarre parce qu'on a une impression de rentrer à la maison, mais après, quand on revient ici, on fait « Ah non, en fait, c'est là la maison ». Enfin, c'est très particulier. C'est vrai que c'est toujours un peu cette schizophrénie de l'expat, en fait. Je trouve super intéressant ce que vous dites, enfin plein de choses que vous dites d'ailleurs, mais vous vous sentez très bien ici, vous avez découvert aussi un lifestyle qui vous convient à bien des égards. En fait, repartir vers quelque chose que vous connaissez ne vous intéresse pas, mais du coup, vous n'excluez pas forcément partir ailleurs aux États-Unis, mais en fait, partir encore à l'aventure dans d'autres lieux. Comment est-ce que vous vous situez du coup par rapport à... Là, Nico me dit we're home ici et peut-être aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui vous ferait bouger en fait, à part, comme tu disais, le fait d'être retraité qui fait qu'il y a plus grand intérêt à vivre dans la Silicon Valley? On ne sait pas de quoi la vie est faite, mais je pense que les opportunités professionnelles futures, je pense que ça va être le numéro 1 sur la liste des trucs qui peuvent tomber du jour au lendemain, genre le truc que tu peux pas refuser. Ce serait la seule raison d'ailleurs. La seule raison qu'on bougerait d'ici à court moyen terme, ce serait que tu aies une opportunité, toi, pour t'éclater encore plus dans ton boulot. Qui du coup me demande de bouger, genre qui me force à bouger. Après, avec le Covid, tout ça, je pense qu'il y a plein de boîtes, et encore une fois, je reconnais que j'ai de la chance de bosser dans la tech parce que moi, je peux faire mon taf à distance. Enfin, je veux dire, moi, le Covid, mais je suis passé complètement à travers. Enfin, je veux dire, chez moi, j'ai pris un deuxième écran, j'ai pris un bureau qui se monte, qui se descend, et j'étais aussi productif, voire plus productif. Enfin, et genre, c'est une chance, Cécile a un petit commentaire. Je suis ravie. Elle trouvait qu'elle me voyait pas beaucoup avant le Covid, et maintenant elle dit je te vois trop, c'est quand tu retournes. Notre cause numéro 1 de dispute avant le Covid, c'était que je râlais parce qu'il rentrait trop tard et il partait trop tôt et je le voyais pas et je me fâchais beaucoup. Je regrette. Retourne au bureau. Non, c'est sympa. C'est juste qu'il parle toute la journée très fort et au bout d'1 an et demi, ça pète un peu la tête. Mais... Pour l'instant, il n'y a pas le désir de déménager complètement à un autre endroit. Et donc, le seul truc qui vous ferait rentrer en France, en fait, c'est les proches, j'ai l'impression. Je pense pas. Je pense que... Alors ça, c'est une question qu'on se pose parce que malheureusement, on a des cas dans nos entourages où il y a
des membres de la famille qui sont pas en forme et du coup, eux, ils savent pas trop comment se positionner. Évidemment, on n'a jamais été dans cette situation-là, même si bon, on a des membres de la famille qui vont un petit peu moins bien que d'autres. Je sais pas si on serait prêt à sacrifier, entre guillemets, notre vie ici, notamment par rapport à notre fille aussi, qui elle veut même pas en entendre parler parce qu'elle est... Ah non, mais elle est arrivée ici, elle avait moins de 2 ans, donc elle est... Enfin, ce serait vraiment la déraciner profondément. Et en fait, on se dit, est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre vie, en gros, pour un proche? Alors, c'est une question qu'on se pose en permanence. Alors, c'est pas une question facile. Non, c'est pas une question facile. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de trancher en disant on va faire un aller sans retour en France si on touche du bois, voilà, s'il y a un problème. Est-ce que on pourrait, pour X raisons, si on doit s'occuper de 3 affaires en France, de bouger 1 ou 2 mois, de faire tout plein de choses à distance, très probablement. Encore une fois, j'espère que ça va pas se passer. Mais de revenir un aller sans retour en France, enfin c'est pourquoi en fait, enfin je veux dire c'est pas la question en fait, mais non, revenir reposer les valises, abandonner, enfin en fait je sais pas, c'est marrant parce que je pense que tout le monde pense pas de la même manière. On aime notre famille et on repassera en France régulièrement, il y a aucun problème, mais notre vie elle est ici en fait. Et je pense que nos proches nous laisseraient pas le faire. C'est-à-dire que même ceux qui ont été les plus réticents en fait qu'on parte et qui vraiment voulaient pas qu'on parte, aujourd'hui même quand ils nous visitent et quand ils voient comment on vit, ils nous disent mais surtout, restez là-bas, vous êtes trop bien et je comprends pourquoi vous restez et je pense que nos proches n'accepteraient pas qu'on sacrifie notre vie ici pour eux. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez... Alors, je sais que d'un point de vue administratif, vous n'êtes pas américain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous vous sentez encore très français ? Encore, il est où le curseur en fait, entre les deux ? Est-ce que vous pensez que vous êtes des Français très bien intégrés aux États-Unis ? Ou est-ce que vous vous morphez en fait, vraiment beaucoup dans la culture américaine ? Est-ce que vous vous sentez plus américain que français ou inversement ? Commençant, Parce que je suis pas sûre qu'on soit d'accord. Vas-y. On est très américain sur certains trucs. Et il y a certains trucs où on est français et ça, il y a une espèce de noyau qui bougera pas. En fait, je dirais qu'il y a même 2 noyaux. C'est pas genre il y a un noyau français au milieu et enrobé d'américains au-dessus. Mais à la maison, on parle français, donc il y a une culture française. Moi, ça me fait dérailler quand Lana elle conjugue pas correctement un temps, c'est inacceptable en fait. C'est genre non, tu dois garder ça et c'est comme ça. Enfin, à la limite, c'est non discutable, non négociable. Ça, c'est les aspects de la culture où on est français, notre cerveau résonne en français sur certains trucs. Moi, dans le taf, mon cerveau il switch en anglais, je pense en anglais. Donc ça sera toujours un mix des deux. On n'est pas super à cheval sur tout ce qui est sport comme des fanatiques américains. Donc genre, on n'a pas ça et parce que aussi, je pense que notre enfance et comment notre cerveau a été construit sur les 20 dernières années n'avait pas ça, donc on n'aura jamais ça. Après, on est super américain sur certains trucs, de la même manière qu'il y a des Américains qui sont nés ici qui pensent comme ça, ou des expatriés qui sont venus aux États-Unis qui sont mis à raisonner comme ça en fait. Et donc je pense qu'on est super bien intégré, enfin en tout cas au niveau pro, les gens de temps en temps ils percutent. Mais Nico, il y a un petit accent dans ta voix, t'es français, mais en fait au final je me fonds dans la masse, il y a aucun problème. Donc à la fois je pense que je suis assez bien intégré de leur point de vue et moi je me sens comme un poisson dans l'eau. Il y a pas de rappel permanent que tu n'es pas américain en fait. Et je pense qu'ils participent beaucoup au fait où on se dit en fait on se sent bien. Aujourd'hui on est résident permanent. Enfin le jour où on a eu la carte verte, là t'as un sentiment d'appartenance qui passe un cran au-dessus quand même par rapport à tu as un visa temporaire et t'es grosso modo en sursis en fait, enfin tu vois c'est vraiment ça en fait, t'as une date de péremption et si t'as pas des papiers qui te permettent de rester, enfin voilà, donc ça psychologiquement ça a été un énorme cap en fait. Et puis alors je pense, enfin la cerise sur le gâteau ça sera le jour où on a la nationalité. Enfin là tu me proposes la même question, est-ce comment on sent, on se sent de plus en plus américain et ça sera l'apothéose quoi. Et toi, Cécile ? Alors, moi, je n'ai pas le même point de vue. Alors, je pense que lui, professionnellement, il est complètement américain, ça c'est fait, c'est sûr. Après, on est très français. Bon, déjà, voilà, on parle français, je pense que déjà, rien que ça, il a appris à lire en français à sa fille.
parce qu'il y tenait. Et après, on fréquente, encore une fois, parce qu'on est dans une zone où en fait, on n'est que des étrangers et tout le monde se regroupe par origine, en gros. Ça ne nous empêche pas d'avoir des copains coréens, américains, on en a quelques-uns, mais clairement, aujourd'hui, notre gros noyau d'amis est français parce qu'on est très heureux de s'être retrouvés entre Français ici, parce que c'est plus facile pour papoter, c'est plus facile, enfin, culturellement, on se reconnaît sur plus de choses. Donc, je pense qu'on est quand même resté assez français par rapport à ça. Mais après, on a accepté les règles du jeu ici et on respecte comment ça marche. Il y a des choses qu'on fait, même si on n'est pas forcément d'accord, mais on s'adapte et on le fait. Tu vois, par exemple, les Américains, ils ont une relation avec Dieu qui est très forte. God est partout. En général, ouais. En général. Je dirais que c'est même pas propre aux US. Dans chaque pays... Alors après, suivant le gouvernement en place et la culture locale, il y a un respect ou un non-respect par rapport aux différences culturelles, religieuses et tout, etc. Et question, Cécile, puisque ton métier, c'est... On a dit tout à l'heure que tu étais photographe, tu es youtubeuse aussi. C'est ton activité à temps plein ? Ouais, je suis créatrice de contenu sur YouTube et Instagram. C'est ton boulot à temps plein. Et tu le fais pour un public francophone ? Du coup, en fait, c'est ça que je voulais te demander. Ça te tourne aussi beaucoup vers la France. Est-ce que ça pose pas, du coup, un peu des fois un défi pour se sentir à fond, en fait, tu vois, dans la culture locale ? Tu vois ce que je veux dire ou... Alors, oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a un gros écart entre lui et moi, parce que, tu vois, là, notamment, je viens de commander un ordi portable et j'ai dit à Nico, moi, il me faut un AZERTY. Il me dit, mais ça va, AZERTY, tu vis aux États-Unis, t'es ridicule. Je dis, non, moi, j'écris toute la journée en français, j'ai besoin de mes accents. Tu vois, et pour lui, c'est genre, non, mais c'est bon, maintenant, ça fait 7 ans, mais c'est pas le problème. Je dis, moi, je m'adresse à ma communauté en français tout le temps. Alors, je suis hyper, du coup, liée à la France. C'est comme, j'ai beaucoup d'abonnés qui me donnent les nouvelles de la France, mais en fait, moi, par défaut, je les ai, en fait, parce que je suis très connectée avec la France. Par exemple, on m'a déjà reproché, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais par exemple, on me reproche de beaucoup trop commander sur Amazon. Et en fait, il y a des choses, c'est tellement... Ouais, c'est ancré. C'est tellement différent que les gens en fait ne comprennent pas parce qu'ils vivent pas ici. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des choses, ça les sidère que nous, il y a des choses même que Lana peut faire à l'école ou quoi, et qui pour eux paraît too much ou trop, tu vois. Alors que pour nous, c'est normal et on apprécie, tu vois. Et c'est vrai que des fois, j'ai envie, il y a des moments où ça m'a tellement pris la tête que j'avais limite envie de couper. En mode, laissez-moi dans ma bulle, dans mon petit monde de bisounours, parce qu'en fait, ma seule source de contrariété aujourd'hui, c'est l'incompréhension des gens par rapport à ce que je vis. C'est aussi ça qui rend ton contenu intéressant, parce que c'est justement différent, exotique, ici c'est pas comme ça. Donc je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Mais après voilà, c'est parce que toi t'es exposé à ton audience... soit franco-française, soit franco-canadienne, mais qui, je pense, est plus proche des États-Unis dans un certain sens. Mais en tout cas, en France, oui, il y a un décalage. Mais après, voilà, ça fait des conversations aussi intéressantes. Il y a plein de gens qui voient plutôt toute la série de côtés très positifs et cool, et d'autres qui sont plus à porter sur le débat, qui est aussi une valeur très franco-française. Mais bon, ça fait partie du jeu. Après, moi, je suis très contente de mon audience. Enfin, grosso modo, mes gens qui me suivent, ils comprennent. Enfin, ils me suivent aussi parce que moi, là, je suis aux États-Unis, qu'ils adorent les États-Unis et qu'on est d'accord sur tout. Il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord, de toute façon. Mais globalement, ça va. Mais oui, moi, je suis très connectée à la France de par mon activité aussi. Ça, c'est évident. Toutes ces rencontres m'aident beaucoup à y voir plus clair, à comprendre pourquoi aujourd'hui, 10 ans plus tard, presque jour pour jour, je suis toujours aux États-Unis. Alors bien sûr, c'est pas une chose, mais une multitude de facteurs. Je suis partie à l'aventure, car la vie me semblait plus vibrante de ce côté de l'Atlantique. Elle semblait coller vraiment à qui j'étais et à qui je voulais être. Pour autant, je me suis jamais dit que j'y ferais ma vie. Je me souviens, quand je me suis mariée à mon mari, en 2012, on m'a dit « Ah tiens, tu vas donc faire ta vie aux États-Unis, tu es prête ?» Et je comprenais pas. Pour moi, ça n'a juste rien à voir. En fait, je crois que je me suis jamais vue, j'ai jamais ressenti ou j'ai jamais vraiment vécu la moindre de mes décisions comme un choix qui fermait des portes, mais plutôt quelque chose qui en ouvrait beaucoup, beaucoup d'autres.
Alors, je n'ai jamais vraiment eu à me poser la question du retour avant assez récemment finalement. Et même aujourd'hui, je suis française et américaine. Mariée à un Américain, maman d'un Franco-Américain, les définitions même de ma famille ne rentrent ni dans une case géographique ni identitaire. Comme on le disait d'ailleurs un peu plus tôt, je me sens les deux. Je suis pas française, je suis pas américaine. Je suis un mélange mouvant de ces deux identités. Je suis d'accord avec beaucoup d'éléments qui ont été soulevés par Nicolas et Cécile, et en même temps, je me retrouve aussi dans les témoignages de Mariam et de Tatiana. Et si finalement, on n'avait pas besoin de choisir ? J'ai discuté de ce sujet avec Béatrice Lédier, qui est conseillère des Français de l'étranger, basée à Washington, D.C. Donc, je m'appelle Béatrice Lédier, j'habite à Washington, D.C., ça fait 6 ans maintenant que je suis là. Je travaille dans le secteur du développement international, dans un centre de recherche sur des projets de développement. Et je suis aussi, depuis récemment, élue conseillère des Français de l'étranger ici à Washington. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est un conseiller des Français de l'étranger ? Bien sûr, donc les conseillers des Français à l'étranger, c'est les élus locaux un peu pour les Français à l'étranger. Donc, Français à l'étranger, on a la chance d'avoir une représentation au sein de la République française. On a des sénateurs au Sénat, on a des députés à l'Assemblée nationale et on a aussi des élus locaux en fait qui sont un peu la correspondance de ça, qui sont donc dans tous les pays du monde organisés par circonscription consulaire et qui traitent de dossiers locaux pour toutes sortes de programmes qui existent du gouvernement français comme des bourses scolaires, des assistances sociales, des subventions pour des associations. Donc il y a toutes sortes de programmes comme ça d'aide aux Français à l'étranger et c'est les conseillers des Français à l'étranger qui décident en fait de comment ces choses-là sont attribuées. Et après c'est aussi un relais, on va dire privilégié vers nos élus nationaux de la République, vers l'administration. Et je dirais le troisième rôle, localement, c'est vraiment aussi d'être un peu un relais d'organisation et un relais d'information, d'être très disponible par email ou par des permanences pour pouvoir répondre aux questions que les gens ont. Parfois, on n'a pas la réponse nous-mêmes à ces questions, mais on peut plus facilement trouver les bons interlocuteurs dans l'administration française ou en France pour aider les gens. Et puis, même localement, organiser des choses plus sociales. Donc, ça, c'est un peu à l'appréciation de chacun. Et alors, je vais poser une question qui est peut-être un petit peu bête, mais c'est quoi la différence entre votre rôle et le consul ? Ouais, c'est pas une question bête du tout. Donc, et c'est une distinction qui est très importante. Le consulat est vraiment là, on va dire, pour représenter l'administration française et en gros administrer un petit peu ces programmes-là. Nous, on a, en tant qu'élus, on a un rôle qui est plutôt proche de la communauté française. Donc, on a vocation à déjà faire diffuser cette information, à toucher des gens que le consulat ne touche pas forcément. Et on a aussi un rôle qui est parfois un peu plus politique, notamment quand, par exemple, on vote pour les sénatoriales, etc. Donc, il y a l'aspect un peu plus, on pourrait dire outreach en bon français, où vraiment terrain, voilà, exactement. On joue ce rôle-là d'aller à la rencontre des gens quand le consulat est plutôt là en fait pour traiter les dossiers, mais pas forcément pour aller à la recherche des gens qui ont besoin de dossiers. L'autre aspect aussi, c'est que, par exemple, toutes les questions des bourses, etc., c'est bien les consulats qui les attribuent, mais c'est nous qui décidons qui les obtient. Et l'idée, c'est d'avoir un peu une pluralité de représentation pour toucher un maximum de personnes et pour avoir des décisions aussi qui soient justes et qui ne soient pas uniquement liées à des questions de qui connaît le mieux les informations du consulat, etc. Voilà. Super intéressant. Alors félicitations du coup pour ce nouveau poste. Je sais que voilà, vous n'êtes pas du coup sur le terrain auprès des Français, enfin vous l'êtes en tant que personne qui est partie de France métropolitaine, mais vous n'êtes pas dans ce poste-là depuis des années. Cependant, il y a eu tellement d'actualités que j'imagine que vous échangez régulièrement avec vos administrés. Est-ce que vous pourriez me partager, c'est quoi, je sais pas, les grandes inquiétudes, les grandes questions de vos administrés, c'est quoi actuellement ? Alors en ce moment, c'est beaucoup le travel ban. Vous pouvez définir le travel ban pour ceux qui ne sont pas aux US et qui connaissent pas forcément le... Travel ban, c'est une politique de l'administration américaine qui a commencé avec la pandémie en mars 2020, qui limite l'entrée aux États-Unis pour des personnes qui ont été dans certains pays. Donc à la base, c'était en mars 2020, ça a été mis en place principalement contre la Chine et l'Europe, puisque c'était là où la pandémie était très importante. Mais depuis, la politique n'a pas été changée. Et il y a certains pays qui ont été rajoutés, comme l'Inde, par exemple, cette année.
la conséquence de cette politique-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent aux États-Unis, qui y travaillent, mais qui ne sont pas américains, qui ne peuvent pas sortir des États-Unis parce que s'ils sortent des États-Unis, ils ne pourraient pas revenir. Et donc, c'est mon cas, par exemple, et c'est le cas de toutes les personnes qui sont sur visa, qui ne sont pas considérées comme des résidents permanents aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas des cartes vertes, donc ils sont bloqués par les frontières. Et donc, ça a la conséquence de vraiment séparer en fait, les familles. Donc, il y a des gens qui sont rentrés en France, par exemple, pour les fêtes et qui n'ont pas réussi à revenir. Il y a des gens qui sont bloqués aux États-Unis et qui n'ont pas pu rentrer pour des événements familiaux, quand même, comme des décès, des funérailles, etc., qui ne pouvaient pas, parce que s'ils rentraient en France, ils ne pouvaient pas revenir. Donc, c'est un problème qui affecte beaucoup les personnes. Alors, il y a quelques contournements, notamment comme le travel ban avait été mis en place comme une mesure en fait, sanitaire à la base. Il ne concerne que les personnes qui ont été pendant les 14 derniers jours dans les pays en question, donc les pays de l'espace Schengen. Et donc, il y a certaines personnes qui passent 14 jours dans un autre pays qui n'est pas soumis au travel ban avant d'entrer aux États-Unis. Donc, il y a des moyens de contourner comme ça. C'est pas possible quand on est en attente de renouvellement de visa parce que les ambassades ne délivrent pas les visas. Donc, il y a des gens qui sont vraiment bloqués comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment la préoccupation principale. Que les gens soient directement touchés eux-mêmes ou non, leur famille est concernée parce que leur famille ne peut pas venir les voir, ou eux-mêmes sont concernés, enfin voilà, c'est quelque chose qui touche beaucoup la population immigrée aux États-Unis et immigrée qui vient des pays soumis au travel ban, et donc notamment les Français, tous les Européens, les Indiens, les Chinois. Vous êtes d'ailleurs très engagé sur les réseaux sociaux là-dessus. Je vous vois, vous faites pas mal de pédagogie. Comment ça se passe et quelle est votre démarche ? Oui, alors j'ai une démarche qui est justement du fait de mon rôle politique. Moi, je vois mon rôle comme le fait de un peu représenter les préoccupations des Français auprès du gouvernement français, donc pour inciter le gouvernement français aussi à mettre plus de pression, le gouvernement français et européen, à mettre plus de pression sur l'administration américaine pour vraiment exiger cette réciprocité, parce que les Américains, eux, peuvent aller en Europe, c'est pas le cas dans l'autre sens. Donc j'essaie de générer un petit peu du contenu en ligne et même un peu de pression citoyenne, politique sur ça en ligne. Donc j'ai lancé une pétition par exemple sur ça. Et j'essaie d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux pour générer un peu cet outrage en ligne et faire en sorte que les médias en parlent, parce que c'est un peu ça qui va faire bouger les gouvernements. L'autre chose, c'est ce que j'essaye de faire, et je suis pas mal active du coup sur Twitter, sur Instagram, etc., c'est voilà, de parler un peu aux personnes qui, aux États-Unis, eux, prennent les décisions, parce que c'est vrai que moi, mon rôle d'élu, c'est un rôle qui est au sein de la République française, mais en étant ici localement aux États-Unis, c'est très commun aux États-Unis d'avoir des communautés qui sont organisées localement et qui font pression sur leurs élus locaux pour demander telle ou telle chose. Et donc, c'est pas quelque chose qui fait partie de mes attributions en fait officielles, mais comme j'ai un peu une plateforme, il y a des gens qui m'écrivent, j'ai des témoignages, j'essaye d'utiliser cette plateforme pour ensuite la traduire auprès des élus locaux américains. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de publications en ligne. Et notamment, il y a quelque chose qui est très absurde dans la situation actuelle, ce qui est que les pays qui sont soumis au travel ban sont ceux qui, en mars 2020, étaient vraiment les plus pris dans la pandémie. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est les pays qui sont, pour lesquels la pandémie est la plus maîtrisée, puisque c'est en gros l'espace Schengen, la Chine, c'est des endroits... Oui, c'est surprenant, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire leur quarantaine, par exemple, au Mexique, mais le vaccin n'est même pas disponible là-bas, ou très peu. Très peu, exactement. Et tous les pays, c'est ça, toute l'Amérique latine, sauf le Brésil, je crois. Et tout est ouvert. Et donc, c'est effectivement, les gens passent 14 jours ou 15 jours dans ces pays-là, ou en Turquie, ou en Croatie, dans des pays en fait où finalement le vaccin est moins disponible, où donc ils vont se mettre même en danger. Voilà, exactement. Et donc ça, pour moi, comme c'est vraiment quelque chose qui est assez absurde, j'essaie de communiquer sur ça parce que ça permet de générer un peu de l'engagement en ligne auprès des Américains, qui sont quand même ceux qui ont le pouvoir de décision sur ça. Et ça permet d'avoir un peu d'attention médiatique. Bon, et ce qui marche plus ou moins, parce que je suis assez près par exemple les briefings de la Maison-Blanche, les conférences de presse de la Maison-Blanche. Et toutes les conférences de presse, il y a des journalistes qui posent ces questions-là de pourquoi est-ce que la liste des pays n'est pas très logique, ou pourquoi est-ce qu'on mène sans travel ban. Et ça vient, cette pression un petit peu même médiatique, elle vient de ça, de la pression des réseaux qui vient de plein de personnes qui se sont organisées comme ça sur les réseaux en utilisant des hashtags et tout ça. Donc ça sert à quelque chose. Après, ça sert à quelque chose, mais ça
ça n'avance pas trop pour Malheureusement, l'instant. ça n'a pas un impact pour l'instant, quoi. Alors du coup, je reviens à ma question initiale. Donc on a parlé un petit peu du travel ban, donc qui est une des préoccupations principales des Français de l'étranger, en tout cas dans votre circonscription, ceux avec qui vous échangez. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, bien sûr. Les autres, elles sont, on va dire, un peu moins saisonnières, un peu plus régulières. Donc les grandes préoccupations, ça va être des questions, beaucoup les questions de sécurité sociale et de retraite. Donc est-ce que je peux toujours avoir accès à ma retraite ? Comment ça marche ? Est-ce que j'ai toujours accès à la carte vitale ? Si oui, comment je peux y avoir accès ? C'est les questions un peu principales, des questions un petit peu de taxes. Et puis, un grand sujet, c'est les questions de l'éducation. Donc, est-ce qu'on peut accéder à lycée français ? Est-ce qu'on peut avoir des bourses ? Est-ce qu'il y a des programmes ? Aux États-Unis, il y a beaucoup de programmes qui sont des programmes publics américains, mais qui sont bilingues ou complètement immersion. Donc, voilà, communiquer sur ça, ce qui existe, comment ça marche, pour que les gens puissent avoir accès à une éducation francophone aux États-Unis. C'est, voilà, je dirais ça, l'éducation et puis la sécurité sociale et retraite. Ça fait quelques années vous-même que vous êtes aux États-Unis. Ça fait combien de temps ? Ça fait 6 ans, je suis arrivée en 2015. 6 ans. Vous-même, vous me disiez, quand on discutait un petit peu avant cet entretien, que vous vous étiez dit, je viens pour, 6 mois, 12 mois. Je viens pour une durée très limitée. Et au final, nous voilà 6 ans plus tard, vous êtes toujours là. Donc ça fait partie des choses que je cherche à comprendre justement dans cette série. Comment est-ce que vous expliquez, et peut-être qu'on peut prendre votre exemple personnel si vous voulez bien en dire quelques mots, qu'on n'arrive pas forcément à s'engager sur la durée au début, mais que le retour soit si difficile ? Vous voyez, comment est-ce qu'on explique cette ambivalence ? C'est intéressant, je pense, comme question et comme phénomène, parce qu'effectivement, parfois c'est un petit peu paradoxal. Je pense qu'il y a peu de gens qui partent en se disant « je pars pour toujours ». Et je pense que c'est peut-être un peu aussi une mauvaise image qu'on a parfois des Français de l'étranger en étant en France, où on a l'impression que c'est des gens qui ont renié la France, ou qui se sont dit je pars, c'est vrai, on entend souvent ça, je quitte ce pays, ou soit c'est des exilés fiscaux, soit c'est vraiment des gens qui détestent la France, alors que je suis à l'étranger depuis longtemps et je connais beaucoup de Français à l'étranger, je connais aucun des deux, mais je connais beaucoup de Français à l'étranger, et donc je pense que beaucoup ils partent souvent parce qu'ils ont une opportunité qui est intéressante, et souvent une opportunité c'est rarement pour toute la vie, c'est à moins que ce soit un mariage. Bon, des fois, on part pour l'amour, là, c'est souvent plus long. Mais si c'est une opportunité, des études, du travail, ça va être pour 1, 2, 3 ans, 5 ans. Et souvent, c'est comme ça dans le temps. Et je pense que les gens se disent, OK, on part. On part pas parce qu'on veut quitter la France, mais on part parce qu'on veut découvrir quelque chose de plus ou une opportunité. Et ensuite, une fois qu'on arrive sur place, je pense que le phénomène, en tout cas, je pense que ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, c'est que petit à petit, en fait, on crée une maison là où on est, on recrée un peu la maison, et donc on se voit rester. Ou on se voit pas rester tout de suite, mais par exemple, une opportunité, on ouvre une autre, on se dit, c'est quand même une opportunité intéressante. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes études, et donc j'ai fait un diplôme ici. J'étais venue donc pour 1 an et demi, c'était le deal. Et en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à chercher du travail. Et donc, c'était logique de chercher du travail là où j'étais, parce que c'était là où mon université m'aidait à chercher du travail. Et puis, ça me permettait vraiment d'utiliser mon diplôme de façon très directe. Et puis, et mon contrat, en plus, moi, c'était... Comme j'ai travaillé pour un centre de recherche qui est entièrement financé par des bourses, j'avais toujours que des contrats d'1 an. Donc, je ne me projetais jamais vraiment beaucoup plus pour 1 an. Mais c'était toujours renouvelable. Et puis, des fois, je me disais, j'ai quand même un peu envie de changer de travail. Donc, je cherchais ailleurs, mais j'avais quelque chose que mon travail me proposait, qui était un nouveau projet ou une nouvelle chose qui me faisait rester. Et moi, j'ai passé longtemps, par exemple, à avoir l'impression... Je voulais changer de travail, mais je ne pouvais pas à cause de mon visa. Parce que si je changeais de travail, je devais quitter les États-Unis. Mais je voulais quand même rester parce que j'avais vraiment... créer un peu ma petite maison ici. J'avais mes amis, j'ai commencé à faire des choses en dehors du travail, où j'ai commencé à faire de l'impro par exemple, et donc c'est vraiment découvrir le monde de l'impro aux États-Unis, ça m'a vraiment donné l'impression d'être à la maison un petit peu, et donc je voulais rester mais changer de travail, et donc en fait ce que j'ai réussi à faire petit à petit, c'est trouver des nouveaux projets au sein de mon travail pour pouvoir rester, tout en faisant évoluer mon travail. Et puis là maintenant je suis en train d'essayer d'obtenir la carte verte, même si ça prend longtemps en ce moment, mais pour pouvoir vraiment rester donc ça y est, voilà. Le switch c'est fait, et maintenant vous vous dites je reste, je suis là pour rester. Ouais, mais le switch il s'est fait sans pour autant se dire que c'est pour la vie. Non, sans pour se dire que c'est pour la vie, mais le switch il s'est fait vraiment pendant la pandémie en fait pour moi, parce que c'est dingue, c'est un peu contre-intuitif. J'entends tellement d'histoires de gens qui me disent pendant la pandémie c'était
le wake-up call, je plie bagage, je rentre. Et vous, ça a été non, en fait, je suis au bon endroit au bon moment, quoi. Mais je pense que la pandémie, en fait, ça nous a permis à tous de décider un peu où était la maison. Parce qu'on avait besoin d'être à la maison dans un moment où on était isolés, etc. Et c'est vrai qu'en restant ici, en fait, j'ai quand même un petit cercle social, un petit d'amis que j'ai continué à avoir, finalement, ma petite bulle, comme on les appelait. Et je me sentais bien ici, en fait. J'avais pas le besoin de rentrer en France. J'avais mes amis. Et je me suis un peu rendu compte de ça à ce moment-là. En mai 2020, je devais partir en Ouganda et j'avais une opportunité en Ouganda. J'avais prévu faire ça, mais donc en mars, la pandémie commence et l'opportunité en Ouganda un peu tombe à l'eau. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte quand même mon travail? Pour un job, pour des vacances? Pour un job, ouais. Pour un job. Ah, d'accord, ok. Oui. Donc, potentiellement un changement de vie, quand même. Changement de vie, ouais. J'avais vraiment prévu de partir. Et c'était un job dans une start-up en Ouganda, mais qui, du coup, a vraiment mis en pause ses opérations à cause du Covid. Et donc, en fait, je me suis retrouvée en me disant, est-ce que, du coup, je quitte quand même mon emploi et je rentre en France, je ne sais pas trop ce que je fais ou pas. Et c'est là que mon emploi, par ailleurs, comme je fais de la recherche, on a eu des nouveaux financements pour faire de la recherche sur des choses liées au Covid. Et donc en fait, ils m'ont proposé de rester plutôt que de terminer mon contrat comme c'était prévu. Et ils m'ont proposé, pour le coup, pour la première fois, ils m'ont proposé un contrat de 2 ans, alors que d'habitude, c'est des contrats d'1 an. Ah, super. Et c'était un peu aussi parce qu'on avait ces nouveaux projets et parce que ils me disaient, voilà, pour la pandémie, comme ça, tu te poses pas de questions de est-ce que je suis employée ou pas. Et donc, je me suis dit, oui, en fait, c'est là que je suis installée. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu avoir la carte verte, parce qu'aux États-Unis, sans la carte verte, on se retrouve bloqué, par exemple, avec les déplacements, etc. Donc, j'ai vraiment fait ce switch-là. Et je pense que c'est la pandémie qui m'a un peu forcée à me dire où est-ce que je veux être installée, où est-ce que je me sens bien maintenant et où est-ce que je veux rester. Et finalement, un truc qui vous a beaucoup aidé, ça a été de vous ancrer dans le moment présent, en fait. D'arrêter de se poser 1000 questions et de se dire, OK, là, tout de suite, où est-ce que j'ai besoin d'être? Où est-ce que ma vie est, quoi? Ouais, exact. C'est ça. Ça m'a pas mal aidé de faire ce switch mental et de se dire, où est-ce que j'ai envie d'être bloquée? Ouais, c'est ça. C'est terrible. Ouais. D'accord. Donc, vous-même, vous souffrez du travel ban? Ouais. Donc ça fait... je ne suis pas rentrée en France depuis décembre 2019. Et ça, c'est la chose, on va dire, qui est la plus douloureuse parce que même si je suis contente d'être bloquée ici, entre guillemets, dans le sens où c'est là que j'ai ma vie, j'ai mes amis, j'ai mon impro, j'ai mon travail, j'ai vraiment besoin de voir ma famille quand même. Et c'est ça aussi, je pense que c'est important de dire ou de montrer, de savoir que les Français à l'étranger, on n'a pas abandonné la France, on n'a pas abandonné notre famille. Voilà. Et donc là, ça, c'est vraiment dur. Et moi, pour le coup, comme je suis en attente de renouvellement de visa, je ne peux même pas rentrer et puis passer 14 jours ailleurs parce qu'il me faut un rendez-vous à une ambassade et c'est impossible d'avoir un rendez-vous à une ambassade. Donc vous, la pandémie vous a permis de savoir où vous vouliez être là tout de suite maintenant. Est-ce que parmi vos administrés, vous sentez justement que la pandémie, alors oui, c'est un coup dur, oui, il y a le travel ban, mais est-ce que ça redéfinit un peu les règles de l'expatriation, de la mobilité en fait chez les Français de l'étranger? Et si oui, comment est-ce que vous sentez que ça affecte les gens avec qui vous échangez? Oui. Je pense que ça a vraiment eu cet effet pour beaucoup de personnes de remettre en question un peu peut-être certaines choses qu'on prenait pour acquises et justement est-ce que c'est vraiment ce job que je veux faire, est-ce que c'est vraiment cet endroit où je veux habiter, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues à distance, donc on peut habiter un peu n'importe où pour faire le job, et donc il y a beaucoup de personnes que j'ai vues quand même rentrer en France, notamment, mais c'était beaucoup des personnes qui avaient un horizon, on va dire court terme ou moyen terme aux États-Unis et qui ont raccourci et qui sont rentrés en France plus tôt. Et j'ai vu effectivement des personnes ici peut-être se reconvertir. Alors il y a eu beaucoup de cas qui sont quand même très difficiles, des gens qui ont perdu leur emploi et c'est pas évident de perdre de son emploi quand on est expatrié. Il y a des problèmes aussi, des gens qui n'ont pas pu renouveler leur autorisation de travail pour les mêmes questions de prolongement administratif, des délais administratifs de l'administration américaine. Donc il y a eu beaucoup de difficultés. Et les gens ils sont toujours confrontés actuellement. Mais je pense qu'il y a aussi effectivement eu beaucoup de réflexion et de réalisation sur ce que les gens veulent faire
et où est-ce qu'ils sont. Et il y a beaucoup de gens qui, voilà, en fait, sont très contents d'être aux États-Unis et d'y faire leur vie, quoi. Heureusement. Oui, heureusement. Finalement, je me retrouve aussi beaucoup dans l'histoire de Béatrice et dans son raisonnement. Ne pas faire de plan et finalement se construire. Le risque est tout de même, pour moi du moins, de ne jamais réaliser ce retour dont je rêve tant par moment. En tout cas, aujourd'hui, on a bien avancé. Rester ne veut pas dire rester pour la vie. Faire des tests, des expérimentations, seul ou en famille, c'est aussi possible. On a aussi passé en revue certaines des choses que j'aime profondément aux États-Unis, mon pays d'expatriation, mon pays tout court actuellement. Et on réalise que nos plans, aussi solides soient-ils, peuvent être remis en question en quelques semaines seulement avec l'apparition d'un virus comme le Covid-19. Cependant, je reste convaincue que ces questionnements sont grandement indépendants de la situation sanitaire actuelle. Alors la semaine prochaine, je vous propose qu'on s'attarde sur les raisons du retour et qu'on discute de la mode ou non du changement de vie. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mardi prochain.